Salut à tous. La question centrale maintenant est de savoir quelle voie reste disponible, parce qu'on entend souvent dire que le président Trump devrait simplement proclamer la victoire et rentrer chez lui. Mais sans le détroit d'Ormuz, toute la région du Moyen-Orient pourrait basculer très très rapidement à l'avantage de l'Iran. Une fois que l'Iran contrôle le détroit d'Ormuz, il peut chercher à obtenir des réparations. Il a déjà indiqué qu'il pourrait imposer un péage plus élevé aux pays qui ont participé à l'attaque contre l'Iran ou qui ont sanctionné l'Iran. Cela signifie que l'Iran pourrait utiliser le détroit pour affaiblir ou faire lever les sanctions, forcer certains pays à jouer le jeu et probablement étendre des péages plus élevés aux pays qui menacent l'Iran en hébergeant des bases américaines. En ce sens, une grande partie de l'architecture régionale et même certains éléments du système mondial pourraient commencer à se déliter à cause de ce seul détroit. Voilà pourquoi il compte autant pour une tournée triomphale à la Trump. C'est un détail embarrassant. Le tableau de pointage semble être installé directement dans le poste de péage iranien. D'un côté, les États-Unis ne peuvent pas facilement se permettre de laisser ce détroit entre les mains de l'Iran. Ils pourraient le faire, mais seulement s'ils étaient prêts à accepter d'immenses changements dans le monde. De l'autre côté, les États-Unis ne peuvent pas non plus vaincre l'Iran. C'est là tout le dilemme. Le président Trump s'est placé dans une situation très compliquée et ce problème exige une évaluation sérieuse des options. C'est le genre de désordre qu'on ne peut pas réparer avec un pupitre, un slogan et une carte griffonnée au Sharpie. Il y a essentiellement 3 options. La première consiste à maintenir le statu quo en gardant le blocus en place. Le blocus américain du détroit reste en vigueur et le blocus iranien du détroit reste lui aussi en vigueur. L'hypothèse de départ derrière cette option est que les États-Unis pourront infliger tellement de dommages à l'Iran que celui-ci finira par lever les bras, capituler et permettre aux États-Unis de revendiquer la victoire. La deuxième option part de l'idée que le blocus seul ne fonctionnera pas. Cela tient en grande partie au fait que les blocus prennent beaucoup de temps avant de produire leurs effets et que les États-Unis n'ont pas le temps de leur côté. Beaucoup de gens à droite et beaucoup de ceux qui ont soutenu l'attaque contre l'Iran défendent maintenant cet argument. On le retrouve dans des éditoriaux comme ceux du Wall Street Journal. Le blocus seul ne suffira probablement pas. Les États-Unis devraient donc recommencer à bombarder aussi. L'argument est que les bombardements combinés au blocus, ces deux instruments agissant ensemble, feraient le travail. Dans l'usine à messages du camp pro-Trump, on appelle généralement cela une amélioration stratégique. En langage clair, c'est simplement ajouter encore plus d'allumettes dans une pièce déjà remplie d'essence. La troisième option consiste à conclure un accord avec l'Iran. Mais le problème, c'est que si un accord est conclu avec l'Iran, l'Iran gagne. Ce serait une pilule amère à avaler pour le président Trump. De plus, Israël et ses partisans aux États-Unis, qui disposent d'une énorme influence, ne veulent de cela sous aucun prétexte. Voilà la position difficile dans laquelle se trouve le président Trump. Il a 3 options, et chacune comporte des problèmes majeurs. Si les États-Unis se contentent de maintenir le statu quo et de garder le blocus en place, le problème est que cela ne fonctionnera pas. C'est pourquoi le Wall Street Journal soutient que le blocus doit être combiné à des bombardements. Le blocus seul peut certainement infliger une punition massive à l'Iran. Il n'y a aucun doute là-dessus. Le blocus américain, combiné à ce que les États-Unis avaient déjà fait à l'Iran par les sanctions avant le 28 février, a causé de graves dommages à l'Iran. Mais les Iraniens ne vont pas capituler. Peu importe l'ampleur de la punition qui leur est infligée, ils ne capituleront pas parce qu'ils considèrent les États-Unis et Israël comme une menace existentielle. Ils se battront jusqu'à la dernière personne avant de se rendre. De leur point de vue, capituler serait irrationnel. Cette option est donc pratiquement exclue. C'est la partie qui manque dans la version meeting électorale de la politique étrangère. L'autre camp a aussi son mot à dire. L'option suivante consiste à bombarder l'Iran tout en maintenant le blocus. Mais dès que les États-Unis reprendront les bombardements, les Iraniens riposteront. Et cela ne fera qu'accélérer le mouvement de la crise vers le précipice. Cela causera de lourds dommages économiques.
De plus, les États-Unis n'ont pas l'armement nécessaire pour poursuivre la guerre indéfiniment. Une énorme quantité d'armements précieux a déjà été utilisée dans les premières phases de la guerre et la dernière chose que les États-Unis devraient vouloir, c'est brûler le reste dans la prochaine phase de cette guerre, surtout puisque cela ne changera rien. Les Iraniens riposteront et ils ne capituleront pas. Ils n'ont pas capitulé au début et ils ne capituleront pas maintenant. Par conséquent, retourner à la guerre n'a aucun sens. Mais dans l'univers Trump, lorsque la première vague d'escalade échoue, l'instinct consiste souvent à rebaptiser la deuxième vague en preuve de force. Du point de vue iranien, il pourrait même être avantageux que la guerre reprenne. Si j'étais un dirigeant iranien, j'espérais que les Américains recommencent à bombarder parce que cela jouerait à l'avantage de l'Iran. Cela donnerait davantage de levier à l'Iran. Ainsi, maintenir le statu quo ne permet pas d'obtenir la victoire. Et combiner le blocus avec les bombardements ne permet pas non plus d'obtenir la victoire. Ces deux options ne résolvent tout simplement pas le problème. Il reste donc la conclusion d'un accord. À mon avis, c'est la seule chose que Trump peut faire. Lorsque la pression économique deviendra assez forte, c'est ce qu'il finira par faire. Mais entre-temps, il ne peut pas le faire facilement parce que Israël et son lobby aux États-Unis ne le laisseront pas faire. L'art de la négociation devient moins glamour lorsque l'accord doit être vendu comme une victoire après que le levier est déjà passé de l'autre côté. Les États-Unis sont entrés dans cette guerre avec 4 grands objectifs et ils n'en ont atteint aucun. 0. Il n'y a pas eu de changement de régime. La force balistique iranienne reste intacte et redoutable. L'Iran continue de soutenir les Houthis, le Hezbollah et le Hamas. Et en ce qui concerne sa capacité d'enrichissement nucléaire, même si un accord finissait par être conclu et qu'il était meilleur que le plan d'action global commun, le point essentiel demeure que l'Iran ne se débarrassera pas de sa capacité d'enrichissement nucléaire, qui faisait partie des 4 grands objectifs. En ce sens, les États-Unis ont échoué. Voilà une conférence de presse difficile, 4 objectifs annoncés, 0 livré, et il faut malgré tout que la bannière affiche succès historique. Au-delà de cela, l'Iran ne contrôlait pas le détroit d'Ormuz le 27 février. Maintenant, il contrôle le détroit, il a installé un poste de péage et n'a aucune intention de l'abandonner. Le 27 février, les États-Unis disposaient d'une structure d'alliance très impressionnante avec les 6 pays du Conseil de coopération du Golfe. Cette structure d'alliance a été brisée. Le 27 février, les États-Unis avaient toutes ces bases dans le Golfe Persique qui paraissaient très impressionnantes. Elles ont été soit détruites, soit gravement endommagées. Le 27 février, les États-Unis avaient assez bien réussi leur pivot vers l'Asie. C'était pas parfait, mais à partir du 28 février, les États-Unis ont commencé à s'éloigner de l'Asie. Leur capacité à contenir la Chine a considérablement diminué depuis le 28 février, parce qu'ils ont déplacé des moyens militaires hors de l'Asie de l'Est et consommé des armements précieux dans la guerre contre l'Iran. Le point est simple, les États-Unis n'ont atteint aucun de leurs objectifs et ils ont créé un grand nombre de problèmes depuis le 28 février qui n'existait pas le 27 février. Ils ont perdu. Il est difficile de construire de manière crédible un récit selon lequel les États-Unis auraient gagné cette guerre ou auraient atteint ce qui s'était fixé. Pendant ce temps, la situation économique continue de se détériorer et la pression sur le président Trump pour qu'il règle la situation avant qu'elle ne bascule dans le précipice devient très forte. La seule chose qui s'étend plus vite que la crise, c'est la quantité de langage nécessaire pour appeler cela une victoire. Derrière des portes closes, il essaie presque certainement de trouver une forme d'accord qui pourrait éventuellement vendre comme une victoire. La manière dont il pourrait y parvenir n'est pas claire, mais c'est probablement ce que l'administration tente de faire. En même temps, les Israéliens et leurs nombreux puissants partisans aux États-Unis lui disent presque certainement, sans ambiguïté, qu'il ne peut pas conclure un accord avec l'Iran si cet accord reflète le fait que l'Iran a gagné et que les États-Unis ont perdu. Voilà pourquoi aucune issue n'est visible pour le moment. Quelque chose qui ressemblerait à une fin ne viendra probablement pas avant que l'économie soit sérieusement menacée. Il existe aussi une hypothèse dangereuse selon laquelle la rationalité et la retenue finiront par prévaloir. Mais lorsque l'Occident, et surtout les États-Unis, fait face à une défaite massive,
la rationalité passe souvent par la fenêtre. La comparaison avec l'Europe est utile ici. En 2022, les dirigeants européens étaient quelque peu réticents à l'idée d'entrer dans le combat contre les Russes avant que Biden ne les convainque. Mais maintenant, les enjeux sont énormes pour l'Europe. Si l'Europe pouvait vaincre la Russie, elle aurait devant elle un puissant bouclier ukrainien qu'elle pourrait utiliser pour affaiblir la Russie. Derrière elle, l'Europe aurait encore les puissants États-Unis, ce serait une position favorable. Si l'on adopte une perspective optimiste du point de vue unipolaire, l'unipolarité pourrait même avoir une nouvelle chance. Mais si l'Europe perd face à la Russie, l'Ukraine sera affaiblie et partiellement absorbée par la Russie, et les États-Unis finiront probablement par plier bagages et partir, comme on le voit déjà avec le retrait de certaines troupes américaines d'Allemagne. Les enjeux sont considérables, et c'est pourquoi on voit maintenant une irrationalité massive du côté européen. L'impression est que certains dirigeants sont prêts à entrer en guerre contre la Russie si nécessaire. La façon dont les journalistes et les politiciens parlent est inquiétante. La rationalité ne semble pas être une caractéristique dominante en ce moment. Une inquiétude similaire s'applique à l'Iran. Si les États-Unis ont tant à perdre en perdant cette guerre, et tant à gagner s'ils pouvaient vaincre l'Iran en affaiblissant la Chine et la Russie, tout en rétablissant ou en restaurant la domination israélienne dans la région, il n'est pas impensable que les États-Unis montent très haut dans l'échelle de l'escalade. Cela inclut la possibilité d'utiliser des armes nucléaires comme moyen de briser l'échine de l'Iran. C'est pourquoi l'Iran doit faire attention à ne pas trop vaincre les États-Unis. Il ne faut pas rendre une très grande puissance trop désespérée. Une superpuissance coincée par ses propres promesses devient particulièrement dangereuse lorsque sa faction la plus bruyante confond l'humiliation avec un problème médiatique. Lorsqu'on parle des États-Unis et de l'Iran, il est important de comprendre que l'enjeu ne concerne pas seulement les États-Unis. Il concerne les États-Unis et Israël. Ces deux pays fonctionnent comme une équipe soudée. Ils sont attachés à la hanche. Mais ils ne regardent pas l'Iran exactement de la même manière. L'Iran n'est pas une menace sérieuse pour les États-Unis. Il n'est tout simplement pas possible de défendre cet argument sur des bases rationnelles et juridiques. Mais du point de vue d'Israël, l'Iran est une menace existentielle. On pourrait dire que c'est un peu simpliste, mais il y a tout de même une grande part de vérité là, dedans. Si l'Iran est une menace existentielle pour Israël, alors, en raison de la relation entre les États-Unis et Israël, l'Iran est aussi traité comme une menace existentielle pour les États-Unis. Même si ce n'est pas entièrement vrai, il reste que les faits sont là. Israël traite l'Iran comme une menace existentielle. Le scénario le plus inquiétant du point de vue israélien, et même du point de vue américain, parce que les deux pays sont attachés l'un à l'autre, est que l'Iran obtienne une arme nucléaire. Si l'Iran conserve sa capacité d'enrichissement nucléaire, ce qui est presque certain, alors du point de vue d'Israël, cela revient essentiellement à permettre à l'Iran d'obtenir une arme nucléaire. Tant que l'Iran possède une capacité d'enrichissement nucléaire, il est sur la voie de l'acquisition d'une arme nucléaire. C'est pourquoi il existe une réelle possibilité que si un accord est conclu et que l'Iran gagne essentiellement tout en conservant sa capacité d'enrichissement nucléaire, Israël soit tenté d'utiliser des armes nucléaires contre l'Iran. C'est un véritable problème et il y aura probablement de vraies limites à ce que les États-Unis pourront faire pour l'empêcher. La question de savoir si les États-Unis eux-mêmes utiliseraient des armes nucléaires est plus difficile à croire, mais c'est peut être un vœu pieux. Le président Trump a parlé d'effacer l'Iran ou la civilisation iranienne de la surface de la Terre et de faire en sorte que l'Iran ne puisse jamais revenir d'entre les morts. Il a menacé d'une politique de type génocidaire compatible avec l'utilisation d'armes nucléaires contre l'Iran. Il est donc possible que les États-Unis acceptent l'idée d'utiliser des armes nucléaires contre l'Iran. Lorsque la rhétorique commence à sonner comme si elle avait été écrite pour les applaudissements plutôt que pour la survie, le danger n'est plus seulement théâtral. Cela nous ramène à la logique fondamentale du désespoir. Lorsque des pays se voient dans une situation stratégique désespérée, il est dangereux de sous-estimer les risques qu'ils peuvent être prêts à prendre. On peut soutenir que l'utilisation d'armes nucléaires par Israël serait irrationnelle, et cette idée ne doit pas être approuvée une seule seconde. Mais on pourrait tout de même construire un argument selon lequel, du point de vue d'Israël, une telle action paraîtrait rationnelle.
Si les dirigeants israéliens considèrent un Iran doté de l'arme nucléaire comme l'arrivée d'un second holocauste, alors ils peuvent croire qu'il est parfaitement logique de poursuivre cette politique. Ce serait extrêmement risqué. Ils pourraient ne pas vouloir le faire, mais ils pourraient soutenir qu'ils n'ont pas le choix. C'est pourquoi il ne faut pas sous-estimer la mesure dans laquelle Israël pourrait réfléchir sérieusement à l'utilisation d'armes nucléaires contre l'Iran à l'avenir, et peut-être même les États-Unis pourraient-ils penser en des termes similaires. Une logique comparable est à l'œuvre en Ukraine. Sergueï Karaganov, un penseur stratégique russe de la génération de la guerre froide, a soutenu que les Européens ont perdu de vue le fait que nous vivons dans un monde nucléaire. Selon lui, les Européens pensent pouvoir agir de manière hostile envers la Russie, comme si la Russie ne possédait pas d'armes nucléaires, et comme si la dissuasion nucléaire et l'armement nucléaire ne comptaient plus. L'idée de Karaganov est que la seule façon de mettre fin à cette façon de penser, qu'il juge remarquablement insensée, consiste pour la Russie à utiliser quelques armes nucléaires contre l'Ukraine ou contre l'Occident de manière démonstrative. Il ne parle pas de déclencher une guerre thermonucléaire générale. Il parle d'employer une poignée d'armes nucléaires pour rappeler aux Européens que les armes nucléaires existent et qu'il y a une possibilité d'incinération si elles sont utilisées. Ce que Karaganov veut, c'est pousser les Européens et les Russes sur la pente glissante vers l'abîme, afin de rappeler aux Européens que la dernière chance claire d'éviter une catastrophe nucléaire consiste pour eux à se réveiller et à comprendre qu'ils ne peuvent pas menacer la Russie de manière existentielle. On pourrait dire que Karaganov est fou ou que cela est irrationnel, mais il est possible de construire un récit plausible selon lequel, même s'il faut profondément espérer que cela n'arrive pas, du point de vue russe, cela pourrait être considéré comme une stratégie rationnelle. Elle est pleine de risques, mais l'argument qu'une personne comme Karaganov avancerait est que les risques de laisser les Européens, avec l'aide des États-Unis, détruire la Russie sont tout simplement inacceptables. Quelque chose doit être fait pour arrêter cela. Si cela implique d'utiliser une poignée d'armes nucléaires, alors soit, ce serait regrettable. Mais dans cette logique, ce serait considéré comme intelligent. C'est la même logique fondamentale derrière l'utilisation potentielle d'armes nucléaires en Ukraine et au Moyen-Orient, et cela montre pourquoi les deux situations sont si dangereuses. L'argument sur les armes nucléaires n'est pas un argument normatif sur ce qui devrait arriver ou sur ce que l'on souhaiterait voir arriver. Lorsqu'on dit qu'il peut être rationnel pour l'Iran d'acquérir des armes nucléaires, il s'agit des incitations auxquelles les États font face lorsqu'ils se livrent à une compétition pour leur sécurité. Cette distinction est importante parce que les gens confondent souvent la logique stratégique avec l'approbation morale. Le rôle de Karaganov est important dans ce contexte parce que il a été influent à la fois en Union soviétique et en Russie. Il a écrit des discours pour Brejnev. Il a conseillé tout le monde, de Gorbatchev à Helsinki et à Poutine. Il a joué un rôle clé dans la promotion de changements à la doctrine nucléaire russe et dans la persuasion de Poutine d'aller dans cette direction. Dans le cadre du forum de Valdaï, Karaganov a plaidé pour une modification de la posture nucléaire de la Russie, tandis que Poutine a d'abord résisté. Finalement, toutefois, la Russie a modifié sa posture nucléaire en abaissant le seuil, et l'influence de Karaganov a fait partie de ce processus. Il serait donc faux de dire qu'il n'est pas influent. La rationalité de la position russe, telle que je la vois, repose sur l'idée que la Russie doit restaurer sa dissuasion. Cette dissuasion a été progressivement érodée au cours des dernières années. En Europe et dans l'Occident plus largement, il y a eu une tendance à se réjouir du fait que la Russie n'ait pas défendu ses lignes rouges, mais les gens devraient faire attention à ce qu'ils souhaitent. Cette célébration a contribué à créer de la colère en Russie, parmi de nombreuses personnes de l'establishment, qui croient maintenant que la Russie a laissé sa dissuasion s'affaiblir et qu'elle doit être restaurée. Lorsque des drones attaquent la Russie depuis les États baltes, la question devient de savoir si cela est maintenant censé être la nouvelle normalité. Les Européens peuvent-ils simplement lancer des attaques contre la Russie pendant que la Russie n'ose rien faire ? Beaucoup en Russie croient maintenant que cela doit prendre fin. C'est une voie dangereuse. Et elle se rattache à l'argument plus large sur les États-Unis et le Moyen-Orient. Il ne faut pas vouloir vaincre ou humilier trop fortement les Américains
au Moyen-Orient, parce que cela pourrait les pousser dans un coin. La même chose vaut pour les Israéliens. Le point n'est pas que l'Iran devrait simplement capituler, mais que vaincre un ennemi puissant de manière trop complète peut créer des incitations catastrophiques. C'est la partie qui tient mal sur une casquette de campagne. L'humiliation n'est pas un outil de politique publique, surtout lorsque des États nucléaires sont impliqués. Avant d'évaluer où le conflit entre les États-Unis et l'Iran pourrait aller à partir de maintenant, il faut revenir brièvement à la situation entre l'Ukraine et la Russie. Deux événements ont été profondément choquants. Le premier a été le moment où l'armée ukrainienne, avec le soutien des États-Unis et de la Grande-Bretagne, a envahi la mer Russie dans l'offensive de Koursk, qui, je crois, a eu lieu en 2024. L'Ukraine, avec l'aide des États-Unis et de la Grande-Bretagne, a envahi la Russie. Cela aurait été impensable pendant la guerre froide. Pendant la guerre froide, il y a eu de sérieuses discussions politiques sur ce que les États-Unis et l'OTAN feraient s'il y avait une guerre en Europe centrale, si les défenses du pacte de Varsovie se fissuraient et si l'OTAN avait la possibilité d'avancer profondément en Europe de l'Est, voire éventuellement jusqu'en Union soviétique elle-même. C'était une situation hypothétique, mais tout le monde comprenait que l'OTAN ne voudrait pas avancer profondément en Europe de l'Est, encore moins envahir l'Union soviétique et menacer la survie d'un pays possédant plusieurs milliers d'armes nucléaires. Pourtant, en 2024, l'Ukraine a envahi la Russie avec des forces terrestres et conquis du territoire. C'est vraiment extraordinaire. Le deuxième événement est que les Ukrainiens, de nouveau avec l'aide des Américains et des Britanniques, ont lancé des attaques contre l'un des piliers de la triade nucléaire stratégique russe. Ils ont ciblé des bombardiers stratégiques russes qui font partie des forces nucléaires stratégiques de la Russie. Pendant la guerre froide, il aurait été impensable de faire cela, même si l'occasion s'était présentée, parce que tout le monde comprenait qu'une telle attaque pouvait provoquer une riposte de l'Union soviétique et mener à une guerre thermonucléaire générale. Pourtant, l'Occident n'a pas semblé particulièrement dérangé par le fait que les Ukrainiens frappent l'un des piliers de la triade nucléaire stratégique russe. C'est stupéfiant. Ces événements soutiennent l'idée fondamentale de Karaganov selon laquelle l'Occident, y compris non seulement les Européens mais aussi les Américains, semble avoir perdu de vue le fait que les armes nucléaires sont présentes dans le système et devraient influencer la manière dont les grandes puissances interagissent entre elles. L'Occident semble avoir oublié cette leçon. Et l'idée de Karaganov est que l'Occident doit s'en souvenir. Un troisième incident pourrait être ajouté. Il a semblé que les Ukrainiens tentaient de décapiter le régime russe en tirant des missiles sur la résidence de Poutine. Cela aussi, c'est quelque chose qui ne serait jamais arrivé pendant la guerre froide. Pour revenir au Moyen-Orient, il est difficile de croire que, en raison d'Israël et du lobby, il y aura un jour un véritable accord de paix. Il est difficile d'imaginer les États-Unis et l'Iran parvenir à un accord qui mette fin à ce conflit une fois pour toutes. Si Israël n'existait pas et si le lobby n'existait pas, les États-Unis et l'Iran auraient probablement peu de difficultés à établir un modus vivendi. Mais Israël existe, il ne disparaîtra pas. Le lobby est extrêmement puissant dans les cercles de décision politique aux États-Unis. Parce que les États-Unis et Israël sont attachés l'un à l'autre, il sera presque impossible pour le président Trump de négocier une forme d'accord de paix durable et significatif. Pour cette raison, le Moyen-Orient, les relations entre les États-Unis et l'Iran, ainsi que les relations entre Israël et l'Iran, resteront des enjeux centraux pendant longtemps. Un accord de paix est déjà assez difficile. Il le devient encore plus lorsque chaque sortie de crise doit d'abord passer par un service d'image de marque. Le problème historique plus large est l'ampleur du basculement mondial. Historiquement, de tels changements dans la distribution internationale du pouvoir ne se sont pas produits pacifiquement. Il y a seulement quelques années, l'affirmation dominante était qu'il n'existait qu'un seul centre de pouvoir dans le monde. Les États-Unis, organisés sous l'égide de l'Occident politique. Toute la classe politique européenne a été formée dans l'idée qu'il y avait un seul centre de pouvoir, qu'il y aurait plus de rivalité entre grandes puissances, et que ce centre de pouvoir était la démocratie libérale.
La démocratie et les droits de la personne étaient censés devenir des piliers clés de l'ordre international fondé sur des règles. Pourtant, en l'espace de seulement quelques années, la Chine est devenue l'économie la plus compétitive. La guerre avec la Russie a montré que lorsque l'on dit que l'Ukraine fait certaines choses, beaucoup de ces choses ne pourraient pas être faites sans l'Occident. Avec l'aide occidentale, l'Occident attaque aussi effectivement la Russie maintenant. En Iran, les États-Unis semblent ne disposer d'aucune option militaire menant à la victoire. C'est un changement remarquable en très peu de temps. Il n'est pas facile pour les dirigeants politiques, ni pour le public, de s'adapter aussi rapidement à cette nouvelle distribution du pouvoir. On peut toujours faire des propositions pragmatiques. Peut être que les États-Unis et l'Iran pourraient établir une forme de partenariat régional pour s'adapter à un monde multipolaire. Peut être qu'une démarche similaire pourrait être envisagée avec la Russie. Mais cela ne semble pas inscrit dans la nature humaine. Le passage de l'unipolarité à la multipolarité n'est pas géré calmement. Lorsqu'on parle de ces changements dans le monde, il est utile de se concentrer sur 3 régions, l'Asie de l'Est, l'Europe et le Golfe. Ces régions sont souvent traitées séparément, la Chine et l'Asie de l'Est, la Russie et l'Europe, et l'Iran dans le Golfe. Mais en réalité, ces 3 régions sont liées entre elles de façon très importante. Les Russes fournissent toutes sortes d'assistance à l'Iran. Les Chinois obtiennent une énorme quantité de pétrole de l'Iran par le Golfe Persique. La Chine et la Russie sont donc déjà sérieusement impliquées dans ce qui se passe avec l'Iran, et cette implication est susceptible d'augmenter avec le temps. La guerre en Ukraine est-elle aussi sérieusement affectée par ce qui se passe dans le Golfe Persique et dans la guerre contre l'Iran ? Un exemple évident est que les États-Unis ont dû assouplir les sanctions contre la Russie afin d'augmenter la quantité de pétrole russe qui arrive sur les marchés mondiaux. Cela a amélioré la position économique de la Russie et sa position dans la guerre contre l'Ukraine. Un autre exemple évident est que les États-Unis vont maintenant probablement envoyer beaucoup moins d'armements à l'Ukraine qu'ils ne l'ont fait jusqu'à présent, parce qu'ils ont utilisé une grande quantité d'armements précieux dans la guerre en Iran. Voilà la facture cachée derrière le slogan de la pression maximale. La pression n'atterrit pas toujours là où le slogan prétend qu'elle tombera. La Russie et la Chine ont toutes deux un intérêt profond à faire en sorte que l'Iran ne perde pas la guerre contre les États-Unis. Les pays du Moyen-Orient ont eux aussi des intérêts qui compliquent la situation. La Turquie, membre de l'OTAN, a un intérêt direct à ce que l'Iran ne perde pas la guerre contre les États-Unis et Israël, parce que les Turcs comprennent que les Israéliens ont la Turquie dans leur ligne de mire. Lorsque l'on examine ces différentes régions ensemble, les liens entre elles deviennent très clairs. Cela signifie qu'il est possible d'imaginer des scénarios dans lesquels une guerre qui s'étend dans un endroit comme le Golfe Persique finit par inclure à la fois la Chine et la Russie, ou au moins l'une des deux. Un conflit qui commence dans le Golfe Persique pourrait déborder et devenir une guerre entre grandes puissances. Cela devient plus probable avec le temps et non moins probable. Nous vivons une époque dangereuse. Le monde était peu être plus clair pendant la guerre froide, parce qu'il y avait 2 centres de pouvoir et 2 idéologies incompatibles. Dans le monde multipolaire actuel, il est beaucoup plus difficile de contrôler les différentes variables en jeu. La Turquie en est un exemple. Même si la Turquie a des problèmes avec l'Iran, elle a tout de même des raisons de ne pas vouloir voir l'Iran vaincu. L'Arabie Saoudite peut être envisagée de manière similaire. Dans quelle mesure est-il vraiment dans l'intérêt de l'Arabie Saoudite de vaincre complètement son adversaire ? L'Arabie Saoudite serait probablement aussi inquiète des ambitions territoriales d'Israël après une défaite de l'Iran. La mentalité plus large est également dangereuse. Il existe une hypothèse croissante selon laquelle la paix découle de la défaite des adversaires. Cette vision doit être remplacée par une idée plus fondamentale, la compétition sécuritaire doit être gérée. Pour l'Iran, vaincre l'Amérique ou pour les Européens, tenter de vaincre la Russie, c'est une recette pour le désastre. Et pourtant, c'est bien la voie que le monde semble emprunter. Les gens devraient se souvenir du célèbre dictum de Clausewitz. La guerre est la continuation de la politique par d'autres moyens. La variable clé sur laquelle il faut se concentrer, c'est la politique. En Occident, et particulièrement aux États-Unis, il existe une tendance à se concentrer sur la puissance militaire. Les Israéliens font la même chose. L'hypothèse est que tout problème politique peut être résolu par des moyens militaires
sortir le gros bâton, pratiquer la diplomatie du gros bâton, et le problème sera réglé. C'est la politique étrangère par formule choc, brandir le bâton, tenir le meeting, puis espérer que la carte se réorganise gentiment d'elle-même après coup. Mais la guerre en Ukraine, la guerre en Iran, et les expériences d'Israël dans des endroits comme le Liban et Gaza montrent toutes qu'il existe de véritables limites à ce que la force militaire seule peut accomplir. La politique compte énormément. Un pays peut gagner une guerre sur le plan militaire ou obtenir de grands succès militaires dans un conflit, tout en perdant politiquement. La guerre du Vietnam en est l'exemple classique. Entre 1965 et 1975, les États-Unis ont remporté toutes les batailles qu'ils ont livrées. Ils n'ont jamais été défaits sur le champ de bataille par les Nord-Vietnamiens ou le Viet Cong. Ils ont gagné les batailles, mais ils ont perdu la guerre. La guerre est la continuation de la politique par d'autres moyens, et il y a de véritables limites à ce que la force militaire peut accomplir. Les États-Unis apprennent cette leçon en Ukraine et en Iran, et l'espoir est que cette leçon leur reste en tête pendant un certain temps. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Pouvoir, vérité, vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt